Après avoir débuté avec un début de saison tonitruant, Tadej Pogačar n'a pas fini d'étoffer son palmarès. Car oui, je peux vous l'annoncer, Tadej Pogačar va remporter son 3e Tour de France à l'issue du mois de juillet. Le but de cette vidéo est de comprendre quelles sont les qualités qui lui permettent d'asseoir sa domination sur le cyclisme mondial depuis maintenant 2 ans. D'après les témoignages de son entraîneur et chercheur Inigo San Millan et à l'aide de la littérature scientifique, je vais vous expliquer la supériorité du coureur d'UAE et comment s'en inspirer pour progresser de la même manière. À l'issue de cette vidéo, mon affirmation vous semblera limpide et vous pourrez implémenter certaines stratégies d'entraînement du jeune Slovène. Si on teste la VO2 max de l'ensemble des meilleurs coureurs World Tour, je suis persuadé qu'on aurait des valeurs très similaires. Et peut-être même que Pogačar ne présente pas les meilleures valeurs à ce niveau-là. Pourtant, depuis 2 ans, il a prouvé par ses résultats qu'il était un cran au-dessus des autres coureurs. Alors, quelle qualité explique de telles performances? D'après son entraîneur Inigo San Millan, Tadej possède des marqueurs physiologiques et métaboliques hors du commun. Cela l'a d'ailleurs choqué dès qu'il a commencé à collaborer avec Pogačar en 2018. On peut souvent entendre ce genre de réflexion autour de l'élite mondiale sans comprendre ce que cela signifie. Et justement, on va explorer ce concept en parlant de profil physiologique et de flexibilité métabolique. On détermine un profil physiologique à partir d'un test par palier croissant de puissance, palier qui dure entre 4 et 10 minutes. Et à l'issue de chaque palier, la lactatémie du coureur est prise. La lactatémie renseigne sur la quantité de lactate présent dans le compartiment sanguin et le lactate est une molécule qui nous donne des informations sur le travail métabolique d'un coureur, nous donne en réalité des informations sur la réaction de son organisme à une intensité donnée. Pour mieux cerner l'intérêt du lactate, je vous invite à visionner ma dernière vidéo en collaboration avec Mathieu Lambert. Un test physiologique peut également s'accompagner d'un masque prenant en compte les échanges gazeux et grâce à la méthode de calorimétrie indirecte, on peut déterminer la consommation de glucides et de lipides d'un coureur pour mieux cerner le fonctionnement de son métabolisme. Maintenant que vous avez compris le principe d'un test physiologique, on va apporter un peu de concret. Pour cela, je vais vous présenter une étude qui a été menée par Inigo San Millan lui-même qui a comparé le profil physiologique de 3 groupes de personnes. Le groupe 1 correspond à un groupe de professionnels, le groupe 2 correspond à des personnes modérément entraînées et le groupe 3 correspond à des personnes atteintes de syndrome métabolique comme le diabète de type 2 par exemple. En prenant ces 3 extrêmes, on va vite comprendre ce qui différencie les professionnels des personnes lambda et par extension de Pogačar vis-à-vis des professionnels. Les 3 groupes ont suivi un protocole de test identique qui consistait à réaliser des paliers de 10 minutes en augmentant de 35 watts entre chaque palier. Il y a eu bien sûr une prise de lactate et grâce à la méthode de calorimétrie indirecte, ils ont déterminé leur consommation de glucides et de lipides à l'effort. Commençons par analyser les courbes de lactatémie en fonction de l'intensité en watts. On peut voir que dès le début du test, pour les membres du groupe diabétique, la lactatémie monte en flèche à partir de 150 watts. Chez le groupe 2, elle va rapidement monter également, alors que chez les professionnels, la lactatémie va rester à son niveau de repos sur tout le début du test avant de monter suite au franchissement du premier seuil autour de 250 watts. Pour rappel, le lactate est le produit final de la glycolyse qui utilise du glucose pour fonctionner. Donc si la lactatémie augmente, cela signifie que le travail de la glycolyse augmente également, ainsi que la consommation de glucose. Cela entraîne également rapidement de la fatigue. En effet, une fois les 2 seuils franchis, tous les marqueurs physiologiques vont dériver vers leur valeur maximale, comme la fréquence cardiaque et la lactatémie, jusqu'à que le coureur explose. C'est pour cela que les 2 premiers groupes ont dû stopper leur effort très tôt, respectivement à 200 et 250 watts, alors que les pros étaient toujours dans un état métabolique stable à cette puissance. Et si les pros arrivent à maintenir une lactatémie aussi basse à des intensités aussi élevées, c'est en partie dû à leur importante capacité à oxyder les graisses, à savoir les lipides. Et voici les courbes représentant l'utilisation des graisses pendant le test. Et là, la différence est flagrante. Les pros atteignent une consommation maximale de lipides, qui est souvent qualifiée de fat max, bien plus haute que pour les 2 autres groupes. On parle de quasiment 4 fois plus. Ils sont ainsi capables de maintenir d'autres puissances dans la durée grâce à l'oxydation des graisses. Et les lipides étant présents en large quantité dans notre organisme,
permettent de soutenir un travail important durant de nombreuses heures, comme ce qui est demandé sur une étape du tour. Mais qu'est-ce qui détermine cette capacité d'oxydation des graisses? Le siège de cette oxydation a lieu dans les mitochondries. Alors c'est la densité mitochondriale qui explique en partie la capacité oxydative des graisses. Cette densité correspond à la quantité de mitochondries présentes au sein du tissu musculaire. Dans cette étude, les individus malades ont très peu de mitochondries, ce qui va amener à une consommation prématurée du glucose qui va s'accompagner par une montée rapide de la lactatémie et les pousser rapidement vers l'échec. Et au contraire, les pros en ont énormément grâce aux nombreuses heures passées sur leur vélo, leur réseau mitochondrial est densément développé et hautement fonctionnel. Et vous l'aurez deviné, Tadej Pogačar a un réseau mitochondrial hors du commun, ce qui lui permet d'avoir un fat max élevé, qui lui permet de rester à basse intensité physiologiquement tout en maintenant des puissances élevées. Observons maintenant la courbe d'oxydation des graisses par rapport à la lactatémie. On pourrait se demander pourquoi l'utilisation des graisses chute et ne plafonne pas à sa valeur maximale. L'explication est simple. On peut voir que la lactatémie augmente lorsque l'oxydation des graisses décroît. En effet, dès que le lactate commence à s'accumuler, il va bloquer l'acheminement des acides gras. Cela va inhiber la lipolyse, ce qui va faire baisser cette consommation de graisse. La consommation de glucides vis-à-vis des lipides suit la même tendance logiquement. Le gras assure la fourniture énergétique à basse intensité, mais le glucose prend le relais pour produire de gros watts à haute intensité. On parle ici de flexibilité métabolique. Les leaders du Tour de France comme Pogačar vont en fait passer la plupart des étapes au chaud en utilisant les graisses, mais dès qu'il faut sortir l'épée dans un final de course pour faire la différence, Pogačar va réussir à switcher sur les glucides, ce qui va lui permettre de soutenir des puissances aberrantes. Et notre ami Tadej a justement une capacité glycolytique très développée, ce qui lui permet de placer des attaques tranchantes, ce qu'il a d'ailleurs prouvé sur les classiques de début de saison. On peut le comparer à une voiture sportive. Il va passer la plupart du temps de ses étapes en mode éco, mais dès qu'il va falloir faire la différence dans le final d'une course, il va attaquer le mode sport et là, ça devient plutôt impressionnant. Pour être oxydé dans la mitochondrie, le glucose doit d'abord passer dans la glycolyse pour être transformé en pyruvate. Et ce phénomène va forcément conduire à la production de lactate. Alors la consommation de glucose est corrélée à la production de lactate. Analysons maintenant le graphe mettant en relation l'utilisation du glucose et la lactatémie. Chez les pros, les deux courbes suivent la même tendance ascendante, mais étonnamment ne se superposent pas. Cela s'explique par le phénomène qualifié de lactate shuttle, c'est-à-dire la navette du lactate. En effet, le lactate est généralement produit dans les fibres de type 2, mais il a la capacité de voyager vers des fibres plus oxydatives, qualifiées de fibres de type 1, pour y être oxydé dans la mitochondrie. Et ce phénomène permet de produire encore plus d'énergie. Et par ce biais, le lactate n'est pas libéré dans le sang. Pour rappel, la lactatémie représente la quantité de lactate présente dans le sang et ne nous renseigne donc pas sur la réelle production de lactate au sein du muscle. À ce niveau-là, il y a en réalité une importante production de lactate, mais la lactatémie reste basse car les professionnels ont une importante capacité de réutilisation du lactate en faisant la navette entre les fibres de type 2 et de type 1. Pour comparer avec les deux autres groupes, on peut voir que les courbes se juxtaposent car justement ces personnes ont une capacité quasiment nulle de réutilisation du lactate, ce qui fait qu'une fois produit, le lactate est directement relargué dans le sang. Et être capable de réutiliser ce lactate pour produire d'autres énergies est capital pour être performant, car cela permet de ne pas gaspiller d'énergie tout simplement, mais ça permet également de ralentir l'utilisation de nos stocks de glycogène et l'utilisation du glucose, qui est un substrat en quantité limitée qui est capital pour performer. Alors que chez les diabétiques, le lactate est complètement gaspillé comme on peut le voir sur le graphique. La courbe de lactatémie suit complètement la courbe d'oxydation des glucides. En analysant ces graphiques, on se rend compte que plus l'écart entre les courbes est large, plus la capacité de réutilisation du lactate est importante. Si on avait les données de Pogačar, on apercevrait un écart titanesque. La densité mitochondriale est l'un des facteurs déterminants de la capacité de réutilisation du lactate, mais il faut également prendre en compte les transporteurs du lactate
MCT1 et MCT4 qui permettent de transporter le lactate entre les différentes fibres musculaires. Et d'après son entraîneur, Tadej Pogačar a énormément de transporteurs MCT1 et MCT4. Tadej Pogačar jumps away. He wanted the stage win. We knew that all the way up. Faisons le point sur Tadej et sur ses capacités métaboliques hors du commun. Ces tests physiologiques restent malheureusement cachés car les équipes ne divulguent pas ce genre d'informations. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Mais pour faire simple, sa courbe de lactatémie, sa courbe d'oxydation des graisses et des glucides suivraient la même trajectoire que le groupe professionnel choisi dans l'étude. En plus extrême, bien sûr. C'est-à-dire que sa lactatémie de repos serait maintenue à des intensités plus élevées, son premier seuil dépasse les 300 watts, ça ne fait aucun doute. Cela grâce à un Fatmax élevé et à une capacité de clairance du lactate également élevée qui s'explique par un réseau mitochondrial densément développé et hautement fonctionnel. Mais dès que l'intensité s'élève en course, comme une ascension de col par exemple, il y a forcément production de lactate. Mais grâce à son importante capacité de navette et de réutilisation du lactate, Pogačar arrive à se maintenir dans un état stable métabolique. Dans un podcast, Inigo San Millan a même confié qu'à 5 watts par kilo, Pogačar est capable de maintenir sa lactatémie de repos. Cela fait 330 watts pour les 66 kg de Tadej. Sur une étape de montagne, cela signifie qu'il va en réalité plus s'économiser que ses concurrents et il arrivera avec plus de fraîcheur dans l'ascension finale pour faire la différence. Et pour cela, justement, il possède une glycolyse très performante qui lui permettra de produire des puissances très élevées pour déloger ses concurrents de sa roue. La flexibilité entre ces filières lui permet de rester facile sans se fatiguer en utilisant les graisses en majorité et à passer sur les glucides pour faire la différence en fin de course. Alors que chez les individus moins entraînés, l'utilisation massive des glucides arrive à une intensité bien plus basse, ce qui mène rapidement vers l'échec lorsque l'intensité demandée est trop haute. En fait, toutes ces capacités énoncées se traduisent sur le papier par des seuils très élevés par rapport à son VO2 max. Et sur un Tour de France, c'est, je pense, le facteur déterminant de la performance. Et bien sûr, Tadej doit avoir un VO2 max haut de gamme, ça ne fait aucun doute. Mais là où il se différencie vis-à-vis de ses concurrents, c'est par sa capacité à maintenir une fraction très importante de ce VO2 max dans la durée grâce à un système métabolique hors du commun, comme on l'a vu précédemment. Une autre étude d'Inigo San Millan s'est intéressée au profil physiologique de 21 cyclistes World Tour en suivant un protocole de test similaire au protocole énoncé précédemment. Suite aux résultats du test, ils ont partagé les coureurs en deux groupes, avec le groupe Gold regroupant les coureurs ayant les meilleures données et le groupe Silver avec le reste. Ils ont prélevé du sang à chaque coureur avant et après le test dans un but de déterminer les niveaux de certaines métabolites liées aux filières énergétiques. En mettant en relation les résultats des coureurs sur le test et leur niveau de métabolites, ils ont pu trouver des corrélations entre le niveau de certaines métabolites et le niveau d'un coureur. Grâce à cette étude, Inigo San Millan a créé une plateforme de test basée sur les métabolites. Il utilise d'ailleurs cette technologie avec son équipe UAE Emirates, où il est d'ailleurs directeur de la performance. Grâce à cela, il est maintenant possible de déterminer le niveau métabolique d'un coureur à partir de 3 gouttes de sang. Inigo San Millan utilise cette méthode sur tous les coureurs de l'équipe et il a dit, je cite, « Quand on observe les données métaboliques de Pogačar par rapport aux autres coureurs de l'équipe, il est clair que Tadej Pogačar est sur une autre planète. » Malheureusement, je ne peux pas développer l'entièreté du contenu de cette étude dans cette vidéo, sinon elle serait bien trop longue. Alors si ça vous intéresse de comprendre davantage l'utilisation des métabolites dans la prédiction de performance, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, le lien est dans la description. En vous y abonnant, vous recevrez directement le compte-rendu de cette étude. Pour être clair, si Pogačar réalise des performances aussi impressionnantes, c'est en partie dû à un bagage génétique avantageux qu'il a su exploiter par son entraînement, bien sûr. On a très peu d'informations sur son entraînement, mais tout ce que je sais, c'est que son entraîneur Inigo San Millan est un grand défenseur du travail en zone 2. Zone 2 du modèle traditionnel qui est la zone située juste en dessous du premier seuil, ce qui correspond au Fatmax. Cette zone est donc optimale pour développer son réseau mitochondrial, développer sa capacité d'utilisation des graisses, mais également développer sa capacité de clairance du lactate. En fait, l'intérêt de cette zone est qu'on va pouvoir y passer un important volume sans créer trop de fatigue,
tout en stimulant suffisamment notre organisme pour développer notre réseau mitochondrial et sa fonctionnalité. Alors la grande majorité de votre temps d'entraînement doit être passé en zone 2. Ce travail en zone 2 vous permettra sur le long terme d'améliorer votre profil physiologique et de tendre vers celui de Pogačar. Mais bien sûr, il faudra rajouter des séances de qualité au-dessus du deuxième seuil pour venir stimuler votre VO2 max et votre capacité glycolytique pour être complet. Autre point non négligeable, le jeune Slovène s'entraîne la plupart du temps seul, ce qui lui permet de respecter à la lettre les séances prescrites par Inigo San Millán. Vous le savez bien, rouler en groupe entrave généralement la qualité de vos séances. Un petit exemple pour vous en rendre compte, si vous partez pour une longue sortie d'endurance en zone 2 dans un but de développer votre fat max, mais que vous placez une attaque à votre collègue dès la première bosse, il y aura une importante production de lactate. Mais comme on l'a vu précédemment, le lactate va venir freiner le transport des acides gras, ce qui va réduire la qualité de votre séance qui avait pour objectif de stimuler le fat max. Alors que Tadej, lui, s'entraîne en mode robot dans un but d'accumuler le plus de temps possible dans des zones ciblées par son coach. Il essaye même de minimiser le nombre de pauses durant ses sorties. Si vous voulez en apprendre plus sur la science de l'entraînement, je vous invite à vous y abonner à ma newsletter. Je vous y partage des conseils pratiques, mais également des comptes rendus d'études scientifiques qui vous aident dans votre pratique. En bref, si vous voulez un contenu plus varié et plus régulier de ma part, je vous invite à vous y abonner absolument. Voilà, j'espère que vous avez compris quels sont les facteurs qui amèneront Tadej Pogačar à remporter son 3e Tour de France d'affilée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également réagir en commentaire, je répondrai aux questions les plus pertinentes. C'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme.